Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet absolument fondamental pour comprendre la vente en l'état futur d'achèvement, plus connu sous le nom de VFA, les textes qui la fondent et l'encadrent juridiquement. La VFA n'est pas simplement une invention commerciale. C'est avant tout un dispositif juridique et économique. Elle permet d'acheter un bien immobilier avant même qu'il ne soit construit ou achevé. Ce mécanisme offre à la fois une sécurité pour l'acquéreur et un encadrement strict pour le promoteur. Mais pour bien comprendre, il faut revenir aux textes qui constituent sa base. Sans eux, la VFA n'existerait tout simplement pas. Voyons ensemble comment ce socle juridique s'est construit. Commençons par la première pierre de l'édifice, la loi du 3 janvier 1967. Cette loi est véritablement le texte fondateur. Avant son adoption, les acquéreurs de logements neufs étaient beaucoup plus vulnérables. Ils pouvaient verser de l'argent à un promoteur qui, parfois, n'allait pas au bout de son programme. Résultat, certains acheteurs perdaient leurs économies sans jamais voir leur logement terminé. La loi de 1967 a changé la donne. Elle a posé le principe de la protection des acheteurs et a encadré le rôle des promoteurs. Mais une loi fixe surtout des principes. Pour la rendre applicable, il fallait un texte complémentaire. C'est pourquoi un décret du 22 décembre 1967 est venu préciser les modalités pratiques. Ce décret a défini en détail les conditions du contrat de vente, les modalités de versement anticipé et les garanties exigées du promoteur. La loi et le décret sont indissociables. La première fixe la philosophie générale, le second en précise la mise en œuvre concrète. À partir de là, le dispositif a été codifié dans le Code de la construction et de l'habitation, le CCH. Ce code regroupe aujourd'hui les règles essentielles dans l'article L261.1, l'article L263.3 puis l'article R261.1 et enfin l'article R261.33. Ces articles abordent plusieurs thèmes majeurs, l'engagement d'édifier, le transfert progressif de propriété, les garanties d'achèvement ou de remboursement, ainsi que les obligations d'information et de transparence. Prenons un exemple précis. L'article L261.1 définit la VFA comme une opération par laquelle le vendeur s'engage à édifier un immeuble et à en transférer progressivement la propriété à l'acquéreur, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. De son côté, l'article L261.10 prévoit les garanties financières que doit fournir le promoteur pour sécuriser l'opération. Vous voyez ici que le texte ne se contente pas d'énoncer des intentions, il organise concrètement la protection de l'acheteur. Pour bien comprendre, il faut distinguer deux ensembles de règles. D'un côté, les règles générales, qui s'appliquent à toutes les ventes en VFA. De l'autre, les règles spécifiques au secteur protégé. Ce secteur concerne les logements destinés à l'habitation ou à un usage mixte, lorsque l'acquéreur verse des fonds par anticipation. Dans ce cas, la loi impose des garanties supplémentaires. Pourquoi ? Parce que l'enjeu est majeur, protéger des familles qui engagent souvent toutes leurs économies. On retrouve alors deux types de garanties, la garantie d'achèvement extrinsèque, fournie par une banque ou un assureur, et la garantie intrinsèque, qui repose sur les fonds propres du promoteur. Faisons maintenant une pause pour voir l'impact concret de ces textes sur les différents acteurs. Pour le promoteur-vendeur, la VFA est une obligation ferme. Il doit livrer l'immeuble comme prévu au contrat, sans possibilité de se dérober. Pour l'acquéreur, c'est une protection solide, ses paiements sont sécurisés et il bénéficie de garanties légales. Pour le notaire, c'est une mission de contrôle, il doit vérifier que le contrat contient toutes les mentions obligatoires et que les garanties existent bien. Enfin, pour l'agent immobilier, c'est une responsabilité, celle d'informer correctement l'acquéreur et de respecter la loi au guet. Mais les textes législatifs et réglementaires ne disent pas tout. La jurisprudence, c'est-à-dire les décisions de justice, joue également un rôle fondamental. Par exemple, dans un arrêt de 1984, la Cour de cassation a jugé que l'engagement d'édifier devait être précis et ferme. Une clause trop vague est donc considérée comme nulle. Dans un autre arrêt rendu en 2007, la Cour a confirmé que si un programme immobilier n'aboutit pas, l'acquéreur doit récupérer les sommes déjà versées.
Ces décisions montrent que les juges complètent et renforcent la protection prévue par la loi. Passons maintenant à l'articulation de la VEFA avec d'autres branches du droit. La loi Hoguet du 2 janvier 1970, que tout agent immobilier doit connaître, encadre strictement la profession. Elle impose par exemple que l'agent qui intervient dans une VEFA dispose d'un mandat écrit et respecte des règles déontologiques strictes. Mais ce n'est pas tout, le droit de la consommation impose également des obligations, notamment en matière d'information précontractuelle. Ces exigences ont été renforcées par la directive européenne de 2014 sur les crédits immobiliers. Et aujourd'hui, un autre facteur entre en jeu. La transition énergétique. Les nouvelles réglementations intègrent des critères de performance énergétique et environnementale qui influencent directement la VEFA. Illustrons cela avec un exemple concret. Imaginons un couple qui signe, en 2043, un contrat de vente en l'état futur d'achèvement à Paris. L'acte, passé devant notaire, précise le prix, la description détaillée du logement, le calendrier des paiements, ainsi que la garantie d'achèvement délivrée par une grande banque française. Au fil des mois, à mesure que le chantier progresse, le couple effectue ses versements, 35% à l'achèvement des fondations, 70% à la mise hors d'eau, 95% à l'achèvement complet, et le solde à la livraison prévu pour 2045. Chaque paiement est sécurisé grâce à la garantie bancaire d'achèvement. Si, à un moment donné, le promoteur rencontrait des difficultés ou cessait son activité, la banque prendrait immédiatement le relais et assurerait la continuité du financement jusqu'à la livraison du logement. Cet exemple illustre parfaitement la logique de protection instaurée par la loi de 1967 et par le Code de la construction. Mais que se passe-t-il si les textes ne sont pas respectés? Là encore, la réponse est claire, les sanctions existent et elles sont sévères. Si un promoteur vend en VEFA sans fournir de garantie d'achèvement, le contrat peut être annulé. Si un notaire ne contrôle pas les mentions obligatoires, sa responsabilité civile professionnelle peut être engagée. Et si un agent immobilier encaisse des fonds sans respecter la réglementation, il risque non seulement de perdre sa carte professionnelle, mais aussi d'être sanctionné pénalement. Vous le voyez, la VEFA n'est pas une option facultative, c'est un cadre juridique contraignant qui s'impose à tous. Comparons maintenant avec ce qui existe ailleurs. Dans les pays anglo-saxons, on parle d'off-plan purchase, c'est-à-dire l'achat sur plan. Mais la protection des acquéreurs n'est pas toujours au rendez-vous. En Espagne, par exemple, la crise de 2008 a révélé de graves failles. De nombreux acheteurs étrangers ont perdu leur argent faute de garantie suffisante. En France, grâce à son cadre légal, la situation est très différente. Notre pays fait figure de modèle et attire, pour cette raison, de nombreux investisseurs internationaux. En définitive, la VEFA est le fruit d'un cadre juridique riche et cohérent. Le législateur, le pouvoir réglementaire, les juges et même les instances européennes ont contribué à son élaboration. C'est pour cela que tout professionnel de l'immobilier doit maîtriser ces textes avant d'accompagner un client dans un projet de VEFA. Retenez bien les points essentiels. Premièrement, la loi du 3 janvier 1967 est le texte fondateur. Deuxièmement, le décret du 22 décembre 1967 en précise les modalités. Troisièmement, le Code de la construction et de l'habitation, avec l'article L261.1, l'article L263.3, puis l'article R261.1, et enfin l'article R261.33, constitue le cœur du dispositif. Quatrièmement, le secteur protégé impose des garanties supplémentaires pour sécuriser les logements. Cinquièmement, la jurisprudence et le droit de la consommation renforcent la protection. Sixièmement, les sanctions sont réelles et lourdes en cas de manquement. Enfin, la France se distingue à l'international par la robustesse de son cadre protecteur, qui fait de la VEFA un modèle de sécurité juridique envié dans le monde entier. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation consacrée aux textes applicables et le cadre juridique en VEFA. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble la distinction entre le domaine protégé et le domaine libre, afin de comprendre pourquoi certaines VEFA nécessitent des garanties particulières et comment elles s'appliquent concrètement aux promoteurs et aux acquéreurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Plagimo. Pour suivre l'ensemble de ce programme, et retrouver en description nos supports pédagogiques ainsi que l'accès à la formation complète. Remplissez notre formulaire de contact. Pour découvrir nos programmes VEFA en cours. Plus de 200 résidences neuves. Partout en France métropolitaine. Scannez-moi. Et rejoignez l'univers Plagimo.